Bonjour, donc je suis Marion Pilorge de l'Institut Imagine. Je suis chargée d'affaires partenariat industriel dans cet institut. Donc le but de mon intervention aujourd'hui n'est pas de vous convaincre que l'Institut Imagine est un partenaire privilégié pour la recherche partenariale. J'espère que vous en êtes déjà convaincus. Je voulais vous sensibiliser aux enjeux que représente le repositionnement de molécules, en particulier dans les maladies rares. Donc l'Institut Imagine est un institut dédié aux maladies rares, c'est un institut de recherche et de soins. On dénombre aujourd'hui à peu près 8000 maladies rares, dont 80% d'entre elles sont d'origine génétique. Ça représente 6 à 8% de la population mondiale qui est atteinte. Et on a un besoin urgent de répondre à ces patients avec un meilleur diagnostic et des options thérapeutiques, puisqu'aujourd'hui, 70% de ces patients ne sont pas diagnostiqués et seuls 3% d'entre eux ont un traitement. Donc l'objectif de l'Institut Imagine, c'est de mieux comprendre ces pathologies pour pouvoir mieux les diagnostiquer et évidemment mieux les traiter quand c'est possible. Donc on a un modèle qui est centré autour du patient et qui a pour but de rassembler la recherche et le soin, donc les chercheurs et les cliniciens. C'est un modèle qui commence par la consultation, donc le patient vient à l'Institut, on lui propose un diagnostic clinique et génétique, ce qui va nous permettre d'avoir une très bonne connaissance de l'histoire naturelle des pathologies et de rechercher de nouvelles mutations, de nouveaux gènes impliqués dans ces pathologies. Et ensuite on continue à la troisième étape par le développement d'outils de recherche in vivo et in vitro pour les étapes de recherche préclinique. Et avec une stratégie toujours de recherche translationnelle, on va jusqu'à la recherche clinique et jusqu'au développement de nouveaux traitements et de nouveaux outils diagnostiques. Donc le bâtiment de l'Institut Imagine, qui est localisé sur l'hôpital Necker, a été construit en 2014 et il a été pensé pour rassembler sous un même toit les patients, les cliniciens, les chercheurs, les ingénieurs, les professionnels de l'innovation, les entreprises, les entrepreneurs, etc., etc. Donc ça représente plus de 850 experts qui travaillent et qui communiquent autour des maladies génétiques. Ici, cette slide illustre juste le fait que les maladies rares sur lesquelles on travaille sont extrêmement nombreuses et diverses, allant de l'immunologie aux neurosciences, à la néphrologie, à la dermatologie, bref, c'est extrêmement large. Et ici, vous pouvez voir, reconnaître donc, la chaîne de valeur du développement classique d'un médicament. Comme vous le savez, ce processus est extrêmement long, extrêmement coûteux, extrêmement risqué et semé d'embûches en termes de réglementaire, environnement réglementaire et propriété intellectuelle et compétition. Donc, dans le cas des maladies rares, un modèle alternatif semble assez bien approprié, c'est le modèle du repositionnement de molécules, donc qui consiste à réutiliser des molécules connues pour les utiliser dans de nouvelles indications. C'est un process qui est théoriquement plus court et moins coûteux, mais en réalité, la réalité est un petit peu plus complexe et je voulais vous parler des problèmes qu'on rencontre dans ce type de projet. Donc d'abord un tout petit peu de sémantique parce que le terme repositionnement de molécules, reconversion de molécules, reformulation, c'est parfois utilisé un petit peu à tort et à travers. Donc il y a une nomenclature harmonisée qui a été publiée en 2014. En fait, le terme reconversion, ou repurposing en anglais, englobe le repositionnement, la reformulation et les combinaisons de molécules. Donc le repositionnement, c'est le fait d'utiliser une molécule connue dans une indication nouvelle. On verra qu'on peut utiliser des molécules connues qui sont déjà sur le marché ou qui sont encore en cours de développement. La reformulation, c'est le fait de développer des nouvelles formulations pour des molécules dans la même indication. Donc ça consiste par exemple en développement de formules à délivrance plus longue qui vont permettre de diminuer le nombre de prises de doses pour les patients. Ça va passer par la modification du mode d'administration du médicament, donc par exemple de oral à topique, ou aux modifications des excipients, mais sans jamais toucher à l'ingrédient pharmaceutique actif. Et la combinaison, c'est le fait de reprendre plusieurs molécules qui existent et d'en faire une seule et même molécule, soit dans la même indication, soit dans une indication différente des molécules sources. Évidemment, il peut y avoir des chevauchements entre ces différentes catégories. Donc on va avoir des cas de repositionnement de molécules associés à une reformulation ou de combinaisons associées à une reformulation, etc. Donc je vous ai mis un certain nombre d'exemples. Le premier est le plus connu, donc le Viagra, qui en fait était initialement développé dans une indication tout autre que celle dans laquelle elle est utilisée aujourd'hui. Le deuxième, c'est un cas de reformulation, donc le Valproate, qui est donné aux patients atteints d'épilepsie, initialement développé sous forme de comprimé, puis sous forme
toujours oral mais de sirop ou poudre microsphère. La tripla, c'est un cas de combinaison, donc donné dans le cas du VIH, 3 molécules, efavirenz, M-tricitabine et tenofovir, poulées en un seul et même comprimé, la tripla, et le minoxidil, donc là c'est un cas de reformulation et de repositionnement, puisque c'est une molécule qui était initialement développée dans l'hypertension, transférée vers le traitement de la calvitie, et donc changement de mode d'administration évidemment, de oral à topique. Donc le repositionnement de molécules pose des questions en termes scientifiques, technologiques, mais aussi de marché, réglementaire et d'IP. Donc les plus de ces stratégies, c'est de diminuer le développement de ces traitements, puisqu'on réutilise des données existantes sur des molécules qui ont déjà, elles, été développées. Évidemment, ça permet de réduire les risques et les coûts. Mais le problème, c'est qu'on peut parfois être face à des cas où les données de ces molécules existantes sont soit obsolètes, soit incomplètes. Donc ça veut dire qu'on va devoir retourner en fait à des stades de développement précliniques. On peut repositionner des molécules qui en fait vont être peu efficaces ou toxiques dues à des doses trop basses ou trop élevées par rapport aux doses thérapeutiques utilisées dans l'indication initiale. Et enfin, on peut essayer de repositionner des molécules qui ne vont jamais atteindre le marché, parce qu'elles vont être confrontées aux difficultés que représente le repositionnement de molécules en termes d'environnement réglementaire et propriété intellectuelle. Donc dans le cas des maladies tropicales et des maladies rares, pour lesquelles on est face à des groupes de patients de taille extrêmement réduite et souvent éparses en termes géographiques, et au sein d'un même groupe de patients extrêmement hétérogènes, donc pour lesquels construire un essai clinique s'avère être souvent très compliqué, et pour lesquels les entreprises pharmaceutiques ne sont pas toujours enclines à investir pour finalement traiter un nombre de patients extrêmement réduit. Dans ces cas-là, l'idée même de réutiliser des molécules déjà développées semble complètement pertinente, logique même, mais les tentatives de repositionnement de molécules vont dépendre des barrières à l'entrée en termes de marché, et donc vont nécessiter de construire des stratégies IP et réglementaires extrêmement robustes. Donc ici, vous voyez apparaître les différents types de brevets qu'on dépose en règle générale pour un produit source ou pour un produit repositionné. Évidemment, par définition, pour un produit repositionné, on ne va pas pouvoir déposer de brevet de molécules. Donc on va déposer un brevet de nouvelles formulations, de nouveaux mécanismes de libération, de combinaison ou d'indication d'utilisation. Et ces derniers types de brevets sont, en fonction des circonstances, et on le verra plus tard, parfois offrent une protection excellente, presque aussi forte qu'un brevet de molécule. D'un point de vue réglementaire, on va avoir des exclusivités de marché dont la durée va changer. Donc une exclusivité de nouvelle entité chimique va être possible quand on va repositionner une molécule qui n'a jamais été mise sur le marché. Donc quand on repositionne un ingrédient pharmaceutique actif qui n'a jamais eu d'AMM, on va avoir une exclusivité de marché qui va aller de 5 ans aux États-Unis à 1 an en Europe. Une exclusivité de nouvelle utilisation ou nouvelle formulation quand on repositionne une molécule qui, elle, a déjà été mise sur le marché, va être de 3 ans et 8 ans respectivement aux US et en Europe. Et enfin, pour des développements pédiatriques, orphanes ou pédiatriques et orphanes, on peut avoir des exclusivités de marché qui vont jusqu'à 12 ans en Europe, donc c'est quand même assez intéressant, et ça offre une protection très forte. Donc il y a plusieurs cas de repositionnement, et la question à se poser quand on repositionne une molécule, il y en a deux en fait. La première, c'est est-ce que cette molécule est déjà sur le marché, et la deuxième, c'est est-ce que cette molécule est toujours protégée par un brevet. Donc dans le cas qui est présenté ici, c'est un cas de repositionnement d'une molécule qui n'a jamais été sur le marché. C'est souvent le cas quand on récupère une molécule qui a passé les phases 1 et 2 par exemple, et qui a été ensuite stoppée parce que pas assez efficace, et qui appartient toujours à une entreprise pharmaceutique qui l'a simplement oubliée. Et donc ce que vous voyez ici, c'est qu'on voit donc qu'il y a les phases de développement de la molécule source, le brevet de molécule de la molécule source, et puis on commence un développement de cette molécule pour la repositionner dans une nouvelle indication. Évidemment, là, on va déposer un brevet de nouvelle indication. Et ce brevet va offrir une protection excellente, parce que votre molécule ne va être présente sur le marché que dans l'indication dans laquelle vous l'avez brevetée. Elle n'existe donc pas sur le marché sous forme d'un médicament brandé ou génériqué, et donc vous n'avez pas de risque de substitution dans votre indication brevetée. Vous pouvez demander à avoir une exclusivité de marché de nouvelles entités chimiques, puisque votre molécule source n'a jamais été mise sur le marché. Et donc cette période peut être de 5 ans aux États-Unis. Dans
le cas présenté ici, cette fois, on est dans un cas de repositionnement d'une molécule qui, elle, est déjà sur le marché. Donc la molécule est, la plupart du temps, en fait, le brevet de cette molécule source va ou est déjà tombé. Donc la compétition par des molécules génériques est en place, enfin en tout cas des génériques sont présents dans le marché. Et du coup, le risque pour le brevet que vous déposez dans votre nouvelle indication, c'est d'avoir une utilisation en off-label des génériques qui sont théoriquement vendus pour l'indication source. Du coup, le seul moyen de se protéger de ce risque de substitution, c'est de développer en fait une nouvelle formulation spécifique de l'indication dans laquelle vous repositionnez votre molécule. Et nous, dans le cas des maladies rares chez les enfants, ça va être par exemple développer un sirop au goût fraise qui plaît bien aux enfants et chez qui des enfants qui ne pourraient pas prendre la tablette de 5 mg du générique sur le marché. Dans ce cas-là, vous pouvez demander à avoir une période d'exclusivité qui va aller jusqu'à 3 ans aux États-Unis, puisque c'est une exclusivité liée à une nouvelle utilisation, puisque la molécule source a déjà été mise sur le marché. Il y a 2 autres facteurs qui sont extrêmement importants à prendre en compte, c'est le prix et le statut de remboursement. Donc, il y a une étude qui a été publiée en 2014 qui a fait en fait une revue systématique de la littérature et qui a analysé le prix et le statut de remboursement de 150 cas publiés dans la littérature. Pour ces 150 cas, à chaque fois, ils ont obtenu le statut de médicament remboursé, médicaments repositionnés, remboursés. Donc il ne semble pas que ce soit une barrière à l'entrée forte. Et ensuite, le prix va être influencé par un certain nombre de variables. Celles qui apparaissent ici sont celles qui vont avoir le plus d'impact sur le prix. Ça va être le Disability Adjusted Life Years, ça va être le groupe démographique. Donc si on passe d'un médicament qui est initialement donné chez des adultes à un médicament donné chez des enfants, par exemple, ça va être le nombre de traitements alternatifs disponible dans l'indication dans laquelle vous repositionnez votre médicament. Ça va être le changement d'administration setting, c'est par exemple passer d'un médicament qui est donné en ambulatoire à un médicament qui va être donné à l'hôpital. Le fait d'adresser un besoin fort, en fait, c'est souvent lié au nombre de traitements alternatifs dans la nouvelle indication et le changement de désignation, en particulier si on passe à une désignation orphane. Ici, ce sont les variables qui vont avoir visiblement moins d'impact sur le prix. Là, je vous ai mis 3 exemples qui sont pas forcément représentatifs de tous les exemples de repositionnement, mais qui montrent que les stratégies de repositionnement peuvent être intéressantes en termes de prix, puisque par exemple pour l'amiodarone chlorhydrate, on a une augmentation de prix de 614%, pour le finastéride 868% et l'acide rétinoïque plus 5780%. Donc on passe un prix du médicament de 2 $ à 156 $. Donc d'un point de vue académique, comme c'est le cas à l'Institut Imagine, le développement de nouveaux traitements en utilisant des stratégies de repositionnement de molécules paraît complètement sensé, logique comme je le disais tout à l'heure, et atteignable surtout, plutôt que de démarrer le développement d'un médicament from scratch. Malgré tout, ce n'est pas parce que ces stratégies diminuent le temps de développement qu'elles ne demandent pas un investissement financier. Et on est souvent malheureusement face à des partenaires industriels qui ne sont pas forcément enclins à développer des stratégies de repositionnement. C'est d'autant plus vrai pour les maladies rares, parce que convaincre un industriel de repositionner une molécule qui est génériquée depuis 1955 pour une maladie rare qui touche 100 enfants dans le monde, c'est pas très facile, et pourtant on parle de 100 enfants qui n'ont aucune autre option thérapeutique. Donc nous, à l'Institut Imagine, on se doit de mettre en place des stratégies de repositionnement, c'est ce qu'on fait, on identifie des molécules qui peuvent être repositionnées, ça c'est grandement facilité par le fait qu'on est au sein d'un hôpital, qu'on a donc accès à des patients et à des cliniciens, qu'on a aussi accès à des chercheurs et que la communication entre ces chercheurs et ces cliniciens va faire qu'on va avoir des approches qui vont être plutôt axées maladie ou plutôt axées cible, target cellulaire. On a aussi à l'Institut Imagine des équipes qui vont aider à mettre en place des stratégies IP et réglementaires. Donc on a des business développeurs, des pharmaciens réglementaires, des experts propriété intellectuelle. Et puis on a surtout accès à des cohortes rares et on peut faire donc les essais cliniques. Pour autant, il nous manque l'expertise chimique, donc tout ce qui est reformulation, développement de nouveaux mécanismes de délivrance ou tox surtout, et surtout
des aides, soit par des partenaires industriels, soit par des grants. On a peu en France encore d'initiatives de ce type, comme c'est le cas aux États-Unis via le NIH par exemple, qui finance beaucoup de programmes de repositionnement. Donc en conclusion, on reste quand même très enthousiaste parce qu'au niveau conceptuel, le repositionnement de molécules fait sens, c'est sûr. Malheureusement, on est encore face à une réalité qui est un peu plus compliquée. Et donc on a besoin de changements ambitieux et on a besoin de partenaires industriels qui jouent le jeu. En tout cas, nous, on en fait partie. Donc si vous avez volonté de participer avec nous à ça, on est juste à côté, on peut en discuter. Merci beaucoup.